Mi-mars, dans les mesures anti-Covid-19, les autorités avaient laissé l'initiative aux religieux de fermer les lieux de culte d'eux-mêmes. Ces dernières semaines, on assiste également à un différend dans le choix du 32e roi de Goulmou avec des risques d'atteinte à la cohésion sociale sans que l'État ne soit en possibilité d'intervenir. Pourtant, la constitution burkinabé dispose que notre État est laïque. Pour certains, les religieux et coutumiers échappent au contrôle de la République. D'autres estiment que ceci représente le ciment de notre nation et que la démocratie doit s'appuyer sur ses valeurs. Quelle doit être la place des coutumiers et religieux dans un État laïque? C'est le sujet que Controverse pose ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau du débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et comme invité ce soir, nous aurons avec nous M. Bruce Emmanuel Sawadogo. Il est directeur général des libertés publiques et des affaires politiques. Vous représentez ici le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Avec nous, le docteur Moumouni Zongrana. Il est de l'association Racine qui ne se présente plus puisque c'est une association proche de la chefferie coutumière. Avec nous, M. Ismaël Tiendrebeugo. Il est imam au Serfi. Avec nous aussi le professeur Jacques Nanema. Il est professeur titulaire de philosophie. Il est enseignant à l'université Joseph Kizerbo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre. Je précise que cette émission est participative en deuxième partie. À l'heure de l'émission, vous pourrez nous appeler vous pouvez donc nous appeler au 25 40 79 03 pour poser des questions ou participer à l'émission. Monsieur Sawadogo, je commence par vous. Alors, tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais justement de cette décision qui avait été laissée aux organisations religieuses de décider de la fermeture des lieux de culte. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que l'État a peur des organisations religieuses ou bien la question que les citoyens se posent, est-ce que ces organisations échappent au contrôle de l'État? Je voudrais tout d'abord dire merci à la télévision nationale pour l'invitation et l'honneur qu'il nous fait donc de nous inviter ici au niveau donc du plateau. Je voudrais souligner que il ne s'agit pas d'une démission de l'État, loin s'en faut, parce que vous auriez constaté que le Covid-19 cette année a touché de nombreux pays. Et il a fallu à chaque État des mesures de restriction des libertés pour préserver la santé de nos populations. Et c'est dans ce sens que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures allant donc à la restriction des libertés publiques et qui concerne également la fermeture des lieux de culte. Je voudrais rappeler l'ensemble des citoyens. Mais pour ce qui est du cas spécifique des lieux de culte, on a laissé l'initiative aux organisations religieuses, alors que les autres, c'est le gouvernement lui-même qui les a annoncés. Pourquoi? Non, il y a l'arrêté 2020-01, donc, qui a été signé par le Premier ministre et qui a été renouvelé par un décret, le décret 271, qui ferme en réalité les lieux de culte, de même que après que les organisations religieuses ont décidé de la fermeture. Voilà. Alors, je voudrais simplement dire que tout cela s'est fait avec concertation avec l'ensemble des acteurs. J'ai été avec le ministre d'État en son temps, donc à l'ensemble de ces concertations, nous avons eu une série donc de concertation avec les fêtières des organisations religieuses, avec la FAIB, avec la conférence épiscopale et également avec la FEME, qui est la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso. Ce sont ces concertations qui nous ont permis de pouvoir fermer les lieux de culte. Et de la même manière, pour ce qui concerne l'ouverture des lieux de culte, il y a eu jusqu'à 4 concertations avec les fêtes des organisations religieuses. Il a fallu qu'il y ait manifestation le 2 mai et que l'État décide. Avant la manifestation, je ne renie pas qu'il y a manifestation, mais avant la manifestation, le ministre en charge du culte a rencontré par 4 fois
les organisations religieuses, parce que vous vous souviendrez qu'avant cette manifestation, il y a eu l'ouverture donc du marché central de Ouagadougou. Et ce qui fait que c'est une mesure et qui fait partie donc d'un ensemble de mesures tendant à l'allègement donc la restriction des libertés publiques. Et le ministre en charge des libertés publiques a rencontré par 4 fois les organisations, donc les fêtières, des organisations religieuses, pour elles-mêmes puissent faire des propositions pratiques pour l'allègement des lieux de culte. Il y a eu de nombreux écrits donc par rapport à ça. Et les fêtières ont répondu par écrit en disant qu'ils allaient donc accompagner le gouvernement dans ce sens avec des mesures de restriction, avec des mesures donc d'allègement. Professeur Anema, est-ce que vous, de l'œil de l'enseignant-chercheur, lorsque vous regardez, vous ne sentez pas quelque part une démission de l'administration vis-à-vis de ses prérogatives, parce qu'il s'agit ici d'une question d'organisation du cadre de vie? Bon, grandement merci déjà pour cette invitation et merci pour l'opportunité qui nous est offerte aussi d'en parler et d'en parler de façon publique, pas seulement sur les réseaux sociaux ou en catimini entre nous. Et c'est absolument important qu'il y ait du débat sur des problématiques de ce genre dans un État démocratique, dans un État où la chose publique a de l'importance. Je pense aussi qu'il faut situer un peu tout ça dans le contexte. Et cette maladie, cette pandémie qui s'est installée jusque chez nous, qui a créé un vent de panique, qui a créé et qui a renforcé le sentiment de la vulnérabilité des uns et des autres, parce que nous nous sommes rendus compte que nous étions extrêmement vulnérables et on nous a bien sûr présenté cette maladie comme étant très contagieuse, d'où bien sûr la panique générale. Bon, dans un tel contexte, je pense que ce n'est pas étonnant qu'il y ait du cafouillage, qu'il y ait du tâtonnement, qu'il y ait des hésitations. Et que dans un contexte d'hésitation, peut-être que l'État se donne une posture beaucoup plus de souplesse, de flexibilité, plutôt que d'être dans le mode de la rigidité. Parce que, bon, l'État est compris, bien sûr, comme étant le gendarme, bien sûr, mais l'État n'est pas obligé de se comporter de façon brutale et rigide. Et il y a des moments où la situation commande plus d'intelligence, plus de flexibilité et plus aussi de concertation, comme il a été rappelé tout à l'heure. Et c'est vrai que le grand public n'est peut-être pas au courant de toutes ces concertations qui ont eu lieu. Ce soir, je suis heureux d'apprendre qu'il y a eu un certain nombre de concertations à tout point de vue. Et donc, ça fait plaisir de savoir que l'État dialogue avec les citoyens. Oui, mais est-ce que l'État ne prend pas la décision et puis ça s'applique à tout le monde aussi? Bon, je pense qu'il faut choisir soit une démarche impositive, une démarche dictatoriale ou une démarche de concertation, de réflexion, de flexibilité et d'intelligence avec les acteurs. Parce que pour que quelque chose puisse fonctionner, il faut faire les choses avec les gens et non pas contre eux et ne pas décider au-dessus de leur tête, parce que sinon ça devient très dangereux, parce que notre société n'est peut-être plus prête à accepter d'une certaine façon la rigidité du gouvernement. Voilà. Alors, l'imam Tendrebougou, on vous accuse de profiter quelque part de la faiblesse de l'État pour pouvoir vous imposer. Il y a comme un vide que vous voulez exploiter, vous voulez vous imposer. Non, je crois que les religieux, ce qui nous préoccupe en tant que religieux, c'est vraiment la cohésion. Parce que dans les enseignements de la religion, il n'y a pas qu'un rapport à un être transcendant. Nous sommes dans une société, nous avons besoin de paix, de quiétude pour adorer Dieu. Et nous avons besoin également de manifestations de compassion vis-à-vis de notre prochain. Donc le social est forcément intéressant pour les religieux. Et à forcer l'État, non du tout, parce que les concertations ont eu lieu. Donc on n'est pas allé au-delà des concertations. Oui, mais on a vu aussi les manifestations. La manifestation a eu lieu de 2 mai. Par écrit, par exemple, les structures ont annoncé des mesures, ont proposé des mesures au gouvernement pour la réouverture des lieux de culte à partir du 20 avril déjà. Donc vous voyez que c'est bien avant la manifestation. Donc par la suite, l'État a estimé que bon... L'État ne s'exécutant pas. Non, pas qu'il ne s'exécutait pas. Non, en fait, ça n'a pas été ça. Si l'État avait refusé l'ouverture, ça ne se serait pas fait. Parce que tout à l'heure, on parlait du contexte de laïcité. La laïcité
permet aux structures religieuses d'intervenir, mais permet à l'État d'arrêter leur intervention lorsque la sécurité nationale est menacée, lorsque la santé publique est en danger, et lorsqu'il y a une atteinte à l'ordre public. Non, ce n'était pas le cas parce que c'est, comme on l'a dit, c'est vrai que c'était une maladie nouvelle. On ne connaissait pas le mode de contamination. On a peut-être pris certaines mesures qui, certainement, avec l'évolution de la maladie, devaient être réadaptées. Vous savez, par exemple, qu'en France, le Conseil d'État a estimé que les mesures interdisant les regroupements dans les lieux de culte n'étaient pas constitutionnelles. Donc, ils ont dû revoir ça aussi. Donc, comme on l'a dit, c'est vrai, il y a eu du tâtonnement au début, c'est normal, n'est-ce pas? Mais à un certain moment, on peut estimer que, bon, on a ouvert le marché, on a fait 2 semaines, on n'a pas vu une explosion des contaminations. Si on prend 2 semaines comme étant le temps pour la maladie de s'exprimer, s'il n'y a pas eu ça, bon, on peut se dire que peut-être d'autres regroupements peuvent se faire sans qu'il y ait beaucoup trop de dommages du point de vue contagieux, en fait. Voilà, donc, Docteur Zungrana, au-delà de cet aspect Covid, le reproche qu'on fait aujourd'hui aux coutumiers et religieux, c'est de s'immiscer dans les affaires de l'État, sinon de supplanter à des moments donnés l'État. Je voudrais d'abord vous dire merci de donner l'opportunité à l'ancien Racine de donner son point de vue sur cette question. Je rappellerai d'abord que l'ancien Racine regroupe des anciens chercheurs, des chefs coutumiers et des étudiants. Et cette association a pour but la promotion et la conservation de la tradition. Vous avez tantôt posé la question de savoir si les coutumiers et les religieux n'échappent pas au contrôle de l'État. Sans embâche, je dirais non. Parce que si nous revenons à notre constitution, il n'y a pas une seule entité au Burkina Faso qui est au-dessus de la constitution. Les coutumiers, si vous regardez l'histoire récente, non, je reviens, si vous regardez l'histoire récente de ce pays, vous allez constater que tous les chefs coutumiers et religieux qui ont eu des difficultés avec la loi ont été inquiétés, d'autres ont été arrêtés, enfermés, corrigés selon en tout cas la loi en vigueur. Maintenant, j'allais dire oui si on me demandait s'il y a des coutumiers qui échappent au contrôle de l'homme politique. Là, je dirais oui. Et c'est à partir de là qu'est né leur malheur justement. Les chefs coutumiers sont instrumentalisés, dénigrés, à la limite insulté par la population. Et là, l'homme politique sait de quoi il s'agit. Et là, il faut le dire. Et si je revenais à la première question que vous avez posée, je suis d'accord avec la méthode du gouvernement, il faut concerter. Mais à un certain temps, il faut arrêter la concertation et se décider. Parce que la décision protège tout le monde. Moi, j'aurais été à la place du gouvernement lorsque les mosquées avaient été ouvertes sans l'autorisation de l'autorité, ces mosquées, je les refermais. Non pas parce que je suis contre quelqu'un, mais quand même, force doit rester à la loi. Parce que si aujourd'hui, on permet à un groupe en particulier, que ce soit un groupe religieux, que ce soit un groupe, une association, que ce soit un individu, il faut préciser que là, on ne parle pas que de mosquées, mais de groupes religieux. Tous les groupes soyons religieux. très précis là-dessus. Donc, pour moi, lorsque l'État a décidé de fermer, en tout cas un lieu en particulier, que ce soit religieux, coutumier ou bien que ce soit un marché, tant que l'État ne fait pas sortir un texte, personne au Burkina Faso ne doit les ouvrir. Non pas parce que nous sommes contre cette personne ou bien ce regroupement d'individus, mais c'est parce que s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de loi, la République n'existera pas. Et si vous avez remarqué dans les autres pays, là où ça bouillonne, ça commençait par des laisser aller, où à un certain temps, on ne sentait pas la présence de l'État et les conséquences sont là. Pourtant, c'est à quoi on a assisté. Les commerçants sont sortis, on a laissé passer, les religieux ont ouvert. Et puis, au fur et à mesure, chacun a vu qu'il fallait forcément sortir pour se faire entendre, mettre la pression pour que l'État exauce les prières. Mais en fait, moi, je ne vois pas les choses de cette façon. Hein. Je comprends que pour ce qui concerne cette pandémie, qu'on puisse, les gens puissent exprimer. Quand vous avez des populations qui vivent au jour le jour, où le secteur informel occupe pratiquement plus de 80% de la population, et que vous fermez des infrastructures marchandes pendant 2 mois et demi,
c'est normal que les gens puissent manifester. Et quand les gens manifestent, Et en qu'au tant soir de la qu'État, manifestation, tout à l'État fait, ouvre. les gens puissent manifester leur mécontentement parce que effectivement c'est leur fort intérieur qui a été touché. Ça c'est tout à fait normal et c'est humain. Et quand il s'agit de cela, l'État en tant que responsable peut engager des concertations avec ces populations, d'autant plus que ce sont ces populations qui sont touchées. Et c'est pour ça que l'État a engagé un certain nombre de concertations avec l'ensemble des secteurs. Je prends par exemple le cas du Grand Marché, il y a un comité qui a été mis en place et qui est géré par le gouverneur de la région du Centre, supervisé par le gouverneur de la région du Centre, et également le maire de la commune de Ouagadougou a pris un certain nombre de textes pour encadrer l'ouverture des marchés. On comprend qu'il y a eu, et ça personne ne peut le nier, qu'il y a eu un certain nombre de dérapages par moment, notamment à l'ouverture du grand marché de Ouagadougou. On a vu tout l'attroupement qui a eu lieu, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, il fallait que l'État puisse prendre des mesures d'allègement de ces restrictions publiques. Et l'État n'a pas eu tort, parce que vous l'avez vu à l'heure actuelle, en tout cas grâce aux concertations et aux sensibilisations, on peut dire que l'évolution de la pandémie n'a pas été ce que peut-être beaucoup de gens ont espéré. Mais est-ce que, comme le dit le docteur Moumouni Zoungrana, est-ce que quelque part aussi l'État n'a pas montré aux gens que désormais c'est la voie à suivre? Non, pas du tout. Ça, c'est peut-être... Vous vous souviendrez que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait une conférence de presse le 5 mai 2020, face certainement que vous y étiez. Ouais. Il a dit, mais nous avons pris des mesures d'allègement des restrictions publiques. Il apprendra donc à l'État de revenir sur ces mesures-là si l'évolution de la pandémie les mesures ne sont pas respectées. Et tout à fait. Et vous avez suivi également pour ce qui concerne donc l'ouverture des lieux de boissons et autres. C'est vrai que par moment on a senti qu'il y a des gens qui ont ouvert, mais les gens ont attendu jusqu'au 15 mai avant de pouvoir ouvrir officiellement. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre à l'étape actuelle de l'évolution de la maladie et des conséquences dommageables si l'économie... La maladie n'était qu'un exemple. On parle de façon générale du fait qu'aujourd'hui on sent de plus en plus l'État qui est de plus en plus absent. Et peut-être on voit de plus en plus aussi, et de l'autre côté, les coutumiers religieux émerger parce que du fait certainement de l'absence de l'État. Oui, mais les religieux et les coutumiers font partie, ce sont des composantes de la nation, ils ont leur mot à dire par rapport à l'évolution de la nation. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a toute une évolution historique dont il faut en tenir compte. Notre histoire politique et notre histoire sociale ne doit pas être occultée à l'étape actuelle. Et donc, pour cela, je suis tout à fait d'accord que par moment, sur certaines questions, l'État doit pouvoir bander les muscles, si on peut parler ainsi, mais pour des questions qui n'appellent pas à cela et qui appellent à la concertation et surtout à la collaboration avec les populations, que l'État peut. Je prends par exemple l'ouverture des lieux de culte. Il y a combien de mosquées, combien d'églises au Burkina Faso, avec le contexte actuel? Peut-on mettre un policier devant chaque mosquée, devant chaque église? Est-ce qu'avec les organisations fêtières, on ne peut pas organiser les services d'ordre pour qu'ils accompagnent l'État dans la sensibilisation? C'est de cela qu'il s'agit pour ce qui concerne cette pandémie. Donc l'État, pour moi, a joué son rôle dans ce cas précis. Il y a eu des dérapages, il faut le reconnaître, mais c'est en apprenant, c'est un contexte nouveau, et je pense que le temps montrera que, justement, il faut revenir sur certaines choses. Docteur Zoungrana. Bon, je pense que personne ne souhaite qu'on ait un État tyrannique. Ce n'est pas ce que nous voulons. Si les gens sont sortis pendant l'insurrection, c'est pour éviter, en tout cas, que personne, en tout cas, n'ait le monopole de la violence, en dehors de l'État lui seul. Ce qu'il faut relever, si il n'en tenait qu'aux mesures prises pour lutter contre la Covid-19, si c'était la pertinence de nos mesures, si on devait compter sur la pertinence de nos mesures, et si la maladie devait être virulente comme en Europe, j'imagine quels seraient les dégâts qu'on allait rencontrer au Burkina Faso. En fait, souvent quand on demande à l'État d'agir, ce n'est pas pour être tyrannique, ce n'est pas contre quelqu'un, mais ça rassure et ça met le pays dans la quiétude. À un certain temps, lorsqu'une décision doit être prise, elle doit être prise.
Sinon, je ne vais pas devancer le Rwanda dans l'eau. Quand votre confrère, le ministre de la Communication, lorsque le journal lui a posé la question de savoir, poser la question sur l'ouverture des mosquées, il a dit non, c'est quelque chose j'adviendrai dans une mosquée. Ils assumeraient. Mais on est allé jusqu'à contraindre le monsieur à aller demander pardon. Alors que dans ses propos, en tout cas, quand on l'analyse froidement, je ne vois pas où se trouve l'instrumentalisation. Je ne vois pas où se trouve le problème, au point où une autorité, à ce niveau-là, doit repartir demander pardon pour des choses justes qu'il y a eu à dire. Ismaël Tendrebogo fait partie de ceux-là qui ont invité le ministre à demander pardon. Non, c'est la fédération qui a demandé au ministre de venir demander pardon. Donc au nom de la fédération, peut-être, je peux être mis dedans. Mais personnellement, j'ai relevé effectivement que dans le discours politique, il fallait un choix judicieux des mots. On est dans un contexte en particulier. Bon, si le journaliste peut-être a employé un mot donné ou a donné un exemple, le ministre ne doit pas emboucher la même trompette. Il peut utiliser Sauf que si un le vocabulaire journaliste général. parle de mosquée et le ministre parle d'église, Non, il si devrait vous parler de une lieu de brèche. culte de façon générale. Mais est-ce Et que là ensuite, aussi, il ne est-ce crée que pas jusqu'à d'autres maintenant, polémiques? est-ce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas, un groupe en particulier, lui en particulier, a déjà été mis face à ses responsabilités par rapport à un contexte de Covid? Et deuxièmement, est-ce que c'est le rôle de l'État de dire si un malheur arrive, nous allons tirer la conséquence, ou plutôt c'est son rôle d'anticiper, d'empêcher le malheur de survenir? C'est un peu ça que j'ai reproché au discours du ministre. Et pour revenir un peu à la De façon contestation... globale, justement, est-ce que ça ne contribue pas à affaiblir aussi l'autorité? Non. D'abord, j'allais situer même un peu ces éléments-là dans un contexte précis. Vous savez, Allez-y. on a une certaine masse critique de personnes qui ont un certain niveau de culture, qui ont un certain niveau d'instruction et qui ne peuvent pas être menées comme de par le passé, où on avait une élite politique qui dirigeait et le reste suivait. Donc le contexte a changé. Le contexte a changé. Deuxièmement, vous avez la présence des réseaux sociaux. On disait des journalistes qu'ils étaient le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir s'est disséminé dans toute la société à travers justement les réseaux sociaux. Donc on peut échanger, on peut discuter le point de vue du gouvernement, on peut faire des analyses sur le point de vue du gouvernement. Et si on arrive à fédérer une certaine quantité de personnes autour de nos analyses, eh bien ça vaut son pesant d'or en matière de contre-pouvoir, si vous voulez, pour dire au gouvernement, voilà où il faut aller, voilà où il ne faut pas aller. Et je voudrais élargir davantage l'audience parce que ce n'est pas seulement le contexte du Burkina Faso. Si vous prenez l'Espagne, il y a eu des manifestations contre les mesures liées au confinement. Si vous prenez l'Allemagne également, donc dans beaucoup de pays... Même, oui. on a vu des images, il y a eu des Exactement. manifestations. Exactement. Donc, si vous restituez ça dans le contexte, vous n'allez pas dire que là-bas, il y a contestation de l'autorité de l'État. Donc, je pense qu'il y a plutôt dissémination du pouvoir, du fait du niveau de culture, du fait des réseaux sociaux, qui permet à chaque citoyen de se sentir concerné par les décisions de l'État et d'apporter sa pierre par rapport à cet Docteur aspect-là. Zandrana vous répond avant de passer... En fait, moi je voudrais qu'on fasse des comparaisons justes. Ok. Dans les autres pays où il y a des manifestations, en dehors de Rome, à moins que je me trompe, ce n'est pas pour ouvrir les lieux de culte. Non. Pour la Moi, ce surveiller. que je ne comprends pas, jusqu'à Rome, l'église est fermée. Jusqu'à la Mecque, c'était fermé. Et d'ailleurs, le Saint-Coran le dit bien, en cas d'épidémie, les gens peuvent prier à la maison. C'est ça. Bon, je ne comprends pas pourquoi au Burkina Faso, bon, nous, surtout en Afrique, ici, hein, bon, le Niger, il y a eu le cas, au Burkina, ce sont nos religieux qui sont les premiers à tirer à boulet rouge, qu'il faut ouvrir les mosquées. Non, le respect de la religion, là, ce n'est pas à la mosquée seulement, ce n'est pas à l'église seulement. C'est dans le comportement que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs. Si par malheur, quand on a ouvert même l'ouverture du marché, on sait qu'il y a une pression à quelque part, tout le monde, il faut le dire clairement. L'ouverture des mosquées, il y a une pression à quelque part. Et si partout il faut faire la pression pour ouvrir, et si par malheur le virus devait être violent, on n'allait pas être là aujourd'hui. Moi je voulais que les Burkinabés fassent preuve de responsabilité. Le contexte a effectivement changé. Ce n'est pas que le contexte a changé. Si vous prenez le comportement des citoyens, il y a eu en tout cas une certaine... je ne vais pas dire... je ne lâcherai pas le mot. Il y a eu une certaine indulgence qui a fait que tout le monde est devenu connaisseur. Mais si le contexte, si les gens étaient si éclairés,
c'était le niveau de sécurité qui devait être augmenté. C'est ça qui... Nous attendons ça. Sinon, si c'est sorti dans le lit pour crier sur les toits, bon, c'est un peu dangereux. Ismaël, Non, en fait, les Etienne mesures de Dogogo. confinement, Est-ce que les manifestations, c'est dans un sur le contexte contexte global, qui en a fait. changé, est-ce que oui, le peut-être- contexte a changé. Oui, la responsabilité aussi Voilà. ne devait pas être plus Certainement, élevée la responsabilité en termes devrait de être plus citoyenneté. élevée. Oui, mais c'est normal. Le niveau de culture implique forcément une plus grande implication dans les décisions publiques. Ça, vous ne pouvez pas demander à des gens de fréquenter avec d'autres personnes, d'avoir une connaissance de comment l'appareil d'État fonctionne, de se dire qu'actuellement, l'État n'a pas un dogme précis dans la gestion de l'épidémie. Vous ne pouvez pas, dans ce contexte, dire aux gens de ne pas donner leur avis. Maintenant, c'est à l'État d'encadrer ça, d'extraire ce qui est intéressant, parce qu'on a vu des regroupements qui ont fait des suggestions que les pouvoirs publics ont mis en place pour gérer le Covid. Donc, ça veut dire que l'État aussi était à la recherche de solutions qui viennent en fait des citoyens. Donc, il y a ce point-là. Tout à l'heure, on parlait de manifestations contre le confinement. Les manifestations qui ont eu lieu dans les pays que j'ai cités, c'est de façon générale. Quand on parle de confinement, ils ne disent pas « laissez-nous sortir, mais gardez nos lieux de culte fermés ». Ils disent « nous ne voulons plus être confinés ». Donc, il y a tout ce contexte aussi qu'il faut prendre en compte. Même le niveau économique. Aux États-Unis, les gens ont en toute liberté décidé de ne pas se confiner parce qu'économiquement, ils ne pourraient pas supporter. Voilà. Donc, c'est un choix que les uns et les autres font. Mais il ne faut pas penser que nous sommes plus royalistes que le roi. Voilà. Le contexte a changé. C'est sûr que le contexte a changé. C'est sûr que l'approche participative du gouvernement s'est installée. Bon, ce qu'on entend par démocratie, c'est d'ailleurs ça. C'est d'associer les citoyens à la gestion des affaires de l'État. Donc on ne devrait pas rougir de cela. Mais c'est vrai que nous avons vu ici et là des comportements incongrus. Et donc au moment de l'ouverture du marché, nous avons vu tout ce monde qui est arrivé et qui était agglutiné, complètement agglutiné comme ça. Et sans protection, et on s'est dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas entendu parler de toutes ces mesures, ou bien ils se foutent du monde. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ce n'est pas seulement pour soi qu'on se protège, c'est aussi pour toute la société. Et donc, il y a eu un écœurement général, en tout cas dans les familles, on entendait bien les gens manifester leur désaccord par rapport à ces comportements. On a vu aussi les manifestations pour l'ouverture des marchés, et bon... En tout cas, personnellement, je pense qu'après la panique et après l'acceptation du confinement, enfin de la quarantaine et du couvre-feu et tout, et on a vu en fait émerger un sentiment de désespoir. Et je pense que quand le désespoir apparaît, ça veut dire que la violence n'est pas loin. Et peut-être qu'en ce moment-là, c'est normal, c'est légitime que certains attendent de l'État qu'il bande les muscles. Parce qu'effectivement, on dit, attendez, on ne veut surtout pas que ça déborde, donc il faut absolument que l'État prenne ses responsabilités. Moi, j'ai senti plutôt que l'État, à cette occasion, je ne sais pas s'il faut parler de dérobade, mais en tout cas, il y a eu un moment où l'État a montré que peut-être il cherchait lui-même... Des signes de faiblesse. Il cherchait en tout cas ses propres mesures, quoi, comme le caméléon qui essayait de... Voilà. Mais il est important aussi qu'on garde le principe de la responsabilité du citoyen. Et ça, on ne peut pas laisser cette crise nous gouverner. Je pense qu'il y a eu un moment où toute la société a commencé à entrer dans cette dynamique. On ne peut pas, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Au début, bon, on s'est dit, il y en a pour quelque temps, quoi. En tout cas, personnellement, je pensais que ça ne durerait pas plus d'un mois. Et en tout temps, on s'est rendu compte que ça allait un peu plus loin. Et donc, du coup, on s'est imaginé qu'on va passer peut-être jusqu'à la fin de cette année 2020 à la maison, sans repartir à l'université, sans travailler, sans donner cours. Enfin, personnellement, en tout cas, je ne conçois pas ma vie comme ça. Donc, je comprends qu'on décide de ne pas se laisser gouverner par cette crise. Mais ce n'est pas une raison pour que de l'irrespect ou de l'irrévérence commence à se manifester. Mais ça, c'est devenu une tradition au Burkina, c'est ça le problème. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ce n'est pas seulement que tout le monde croit savoir, mais tout le monde veut manifester son pouvoir. Chacun a du pouvoir. Donc c'est vrai que la démocratie partage le pouvoir avec tout le monde, mais de là à s'en saisir pour brandir des causes individualistes, des causes corporatistes, il faut absolument qu'on fasse attention à ce que justement ça ne déborde pas. Bon, mais moi je parle du principe que quand un peuple est désespéré, il a moins besoin de répression que de formation, que d'éducation,
que d'accompagnement. Donc, le rôle de l'État, c'est aussi de penser la politique comme accompagnement, comme accouchement d'une nouvelle dynamique à partir des énergies du désespoir qui se déchaînent. Et c'est très dangereux, c'est très délicat. C'est mais en même peut-être ça temps, la concertation dont parle M. et oui, Samadogo. heureusement qu'il y a eu ça, parce que non, moi je n'étais pas au courant de ces concertations, donc je pensais qu'on avait forcé la main à l'État. Bon, nous avons presque tous eu cette impression-là que l'État s'est fait forcer la main. Mais je me suis dit aussi que le principe de responsabilisation des citoyens est quelque chose d'essentiel. Dans une démocratie, et l'État n'est pas le père des citoyens, l'État doit donner la possibilité aux citoyens de conduire par eux-mêmes leur existence. Il me semble que c'est très important. Nous ne sommes pas des enfants, l'État ne peut pas infantiliser la société, les citoyens, on doit responsabiliser les gens. Encore faut-il bien sûr suivre ça de près pour que ça ne déborde pas. Mais Ça pour peut finir, être- vraiment... C'est peut-être le suivi qu'on ne voit pas très souvent venir. Quand on voit des gens s'agglutiner à l'ouverture du marché central Roroko, par exemple, entassés en tout cas, sans protection, sans autre forme d'organisation. Oui, je ne comprends pas la question. La question, c'est de dire ce qu'on attendait de l'État, de l'organisation. Ça, c'est clair. Tout le monde a été écœuré par justement ce rassemblement qui s'est fait aux alentours du marché à l'ouverture et également par cette manifestation au niveau de la FAIB. Et quand vous prenez par exemple les manifestations au niveau de la FAIB, ça ne s'est pas dirigé contre l'État. Hein. Ça s'est dirigé contre même le premier responsable de la FAIB. Que les gens trouvaient laxiste. Est-ce que c'est pas une manière par rapport- détournée, mais peut-être, une manière, oui, mais oui. tous les corps sociaux sont sur cela. Hein. C'est-à-dire que les gens ont reproché au premier responsable, donc la FAIB, d'être laxiste par rapport à l'ouverture des mosquées. Je n'ai pas Et peut-être ces aussi être responsables-là, assez dur vis-à-vis de l'État. Non, parce oui, qu'il y a eu tout des à fait. concertations, Il y a comme on l'a dit. eu, et il le sait très bien, Voilà, il y a eu des jusqu'à concertations. 4 rencontres avec les fêtiers des Mais est-ce organisations que ces religieuses. personnes qui manifestent savaient qu'il y avait des concertations? Est-ce que quelque part, Il y a un déficit de communication, ça c'est Ismaël clair. Kendegogo, Ça- les associations qui ont manifesté n'ont pas dit à la fêtière, écoutez, vous n'êtes pas assez allé contre l'État, donc il faut y aller, il faut qu'on ouvre ce les n'était mosquées. pas dans ce sens-là en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai suivi comment vous appelez ça, une rencontre avec la presse là, que la coordination des jeunes conférence de musulmans, presse. une conférence de presse justement que la conférence des jeunes musulmans organisée à Norbert Zongo, pour dire en fait que ce n'était pas une manifestation, c'était une visite qui selon eux a dégénéré. Voilà, parce qu'ils sont arrivés, Si les apparemment, visites ils se n'ont pas, passent comme ça, c'est non, que ils n'ont pas ça trouvé, devrait être- ils n'ont pas trouvé une oreille attentive. ouais. Voilà, ils sont arrivés, apparemment, les responsables de la fédération avaient d'autres choses à faire. Ok. Voilà, donc c'est Ils ça n'ont en pas fait. été écoutés, ils ne se sont pas Exactement. sentis C'est écoutés. un peu ça Quand le on prend problème. pas rendez-vous et Voilà, exactement. Exactement. Donc il y a eu ensuite et la lettre de la fédération même qui a fuité, je crois, sur les réseaux sociaux, notamment la lettre du 20 avril, par laquelle en fait le gouvernement avait demandé aux fêtiers de faire des propositions pour la réouverture des lieux de culte. Donc ça c'était le 20. Et bon, il n'y a rien eu après. Et ce que j'allais souligner aussi, c'est que quelque part, non seulement les réseaux sociaux ont contribué à alimenter l'idée selon laquelle nous n'étions pas dans une vraie maladie. Il y avait un problème de communication, c'est Effectivement, vrai, au ils niveau étaient national nombreux à ici ne même pas exactement, croire à au niveau l'existence national, de la au point maladie, que le président effectivement. du FASO a dû faire un discours pour dire en fait la maladie est réelle et on passe en boucle juste avant le journal ou juste après Absolument, le ouais. journal. Donc il y a eu un peu cette communication-là qui a fait douter de la réalité de la maladie et finalement les gens se sont dit mais si la maladie n'est pas autant réelle, pourquoi est-ce qu'on nous prive de ceci ou de cela? Je pense que c'est la communication du gouvernement aussi a quelque part fauté de ce point de vue. Sans oublier ce que les réseaux sociaux ont alimenté également comme polémique par rapport Docteur à Zongana n'est cette pas maladie. d'accord avec vous. Bon, je ne pas que je ne suis pas d'accord, mais tout ce que je sais, nous avons dit fermeture des lieux de culte. C'est ça. Je ne suis pas contre quelqu'un, hein. Ouais. Il faut que je le dise bien. Ok. On a dit Et sur fermeture ce des plateau mosquées, non plus, on ne cible pas. on a dit n'est pas fermeture des contre, mosquées, bien on au a contraire. fermé effectivement les 4 murs, mais les mosquées se déroulaient dans la rue. Si vous prenez les rues, vous allez voir que les gens font des parterres, ils prient correctement, bien serrés, comme s'il n'y a rien. Je dis et je répète, si je prie Dieu que la maladie ne soit pas virulente comme en Europe, si la maladie l'était, nos mesures là, on allait voir les limites.
Oui, mais Parce il que n'y les avait gens... pas que les mosquées qui faisaient ça, même les marchés Oui, existaient justement, de justement, façon... les voilà. marchés, on a fermé Donc, le Robocop. c'est pas forcément Mais les si lieux vous de faites culte le seulement. tour des non-lotis, vous allez constater que le marché est déporté. Absolument. Voilà. Donc, c'est ça le fond du problème. Et à l'ouverture du marché, mais écoutez là, le problème de ce pays, c'est la politique. Il y a une situation qui est là. On a fermé les marchés. On pouvait sensibiliser d'abord les commerçants là, les former. Et à l'ouverture, on n'avait pas besoin de manifestations là-bas. Ce n'est pas un regroupe, ce n'est pas, on n'était pas un meeting politique. Donc on ouvre le marché et on fait comprendre aux gens que la situation est tellement grave qu'on ne peut pas se rencontrer. Mais si vous partez là-bas, bon, on profite brandir les couleurs du parti. Naturellement, non, peut-être j'exagère dans mes propos. Si vous, oui, tout à fait, c'est ça le fond du problème. J'étais à l'ouverture du marché Roboco, mais il n'y avait pas de couleur de parti. Non, quand j'ai dit couleur de parti, bon, c'est dans les propos. Sinon, ce n'est pas que quelqu'un est venu pour faire la campagne là-bas. Donc, moi, ce qu'on a regretté, quand nous avons vu les images sur les réseaux sociaux, bon, on a quand même eu d'abord peur, parce que si la maladie devait se propager, bon, tout ce qu'on avait fait comme mesure était à l'eau. On va évoluer dans ce débat. Alors, je reviens à vous, M. Sawadogo. On a vu ces dernières années, dans l'histoire d'ailleurs de ce pays, on va prendre l'exemple de la transition à côté, où on a vu les hautes autorités de ce pays se réfugier chez le Moro Naba, pour ne citer que cet exemple. Est-ce que les politiques ou l'administration, de façon générale, n'ont pas, on va dire, légalisé ces institutions? Et quand il s'agit, ils veulent peut-être prendre leur place, on leur dit, restez là-bas, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que l'administration, à ce niveau-là, n'a pas failli? Non, on ne parle pas de faillite parce qu'il faut se référer à l'histoire politique de ce pays, depuis la période coloniale jusqu'à l'époque actuelle. Vous vous souviendrez que durant l'époque coloniale, les chefs coutumiers avaient de rémunération. C'est en 1962, quand Maurice Yamioua, lors de la Première République, il a d'abord procédé par l'élection des chefs coutumiers, ce qui n'était pas du tout dans la coutume. En 1964, il a retiré la rémunération des chefs coutumiers. Et en 1965, tous les textes concernant les chefs coutumiers avaient été retirés. Il a fallu 1968 pour que la Musana, quand il est arrivé, puisse rétablir la moitié de la rémunération des chefs coutumiers. Et vous avez suivi également à l'époque révolutionnaire tout ce qui s'est passé. On a mis les chefs coutumiers de côté jusqu'à la 4e République. Lorsque donc, le pouvoir est arrivé, on a composé avec les chefs coutumiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une superposition de pouvoir. Et ça, c'est une réalité. Dans la tradition, vous avez les coutumiers qui s'occupent donc de la question du culte, mais le chef traditionnel, c'est un pouvoir politique. On peut être musulman et être chef traditionnel, on peut être chrétien, on peut être athée et être chef traditionnel. C'est le coutumier qui s'occupe des aspects cultuels. Donc vous avez une superposition du pouvoir politique moderne et du pouvoir traditionnel sur le même territoire avec les mêmes populations. Donc, il faut pas une constitution qui organise le fonctionnement de l'État. Oui, il y a une constitution qui organise le fonctionnement de l'État. Vous savez qu'il a fallu attendre cette superposition dont vous parlez. Oui, la superposition, c'est qu'ils sont sur le même territoire. Vous avez des chefs coutumiers qui sont pratiquement en perte de vitesse pour ce qui concerne les aspects politiques. Au niveau rural, ils ont beaucoup plus de considération. Mais en dehors de ça, l'État ne les a pas institutionnalisés. Ils n'ont aucun statut. Ce qui fait qu'ils peuvent se revendiquer, ils peuvent être vulnérables par rapport donc aux politiques qui viennent à l'encontre des populations. Donc, c'est dire que c'est un souci général. C'est un souci qu'il va falloir résoudre. Et nous, pour ce qui nous concerne, c'est comment réfléchir pour qu'on puisse avoir un statut de la chefferie coutumière. Mais ce statut implique beaucoup, comme au Ghana. Mais vous prenez par exemple l'exemple du Ghana, depuis l'époque coloniale, ils avaient une sorte d'administration indirecte qui impliquait en réalité la chefferie coutumière jusqu'à présent. Et les chefs coutumiers au Ghana bénéficient de rémunération. Vous prenez également au Niger à côté, il y a une rémunération qui est accordée aux chefs coutumiers. Demander à quelqu'un de ne pas faire de la politique à l'étape actuelle et d'attendre simplement les largesses
de ces sujets à l'étape actuelle où les sujets ne sont pas tout à fait larges par rapport aux chefs coutumiers, c'est une problématique. Il faut réfléchir sur la question et trouver de façon froide donc les solutions. Ismaël Tendrebe, où est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Quand il y a des problèmes, on appelle les coutumiers, les religieux pour les médiations. Des exemples, on en cite largement. Et quand ces personnes veulent se faire entendre sur des situations précises, comme l'exemple qu'on venait d'aborder tout à l'heure, on dit, écoutez, regagnez vos places, vous n'avez pas droit à la parole. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une situation d'injustice? En fait, je crois qu'il y a deux questions que votre question pose. La première, c'est en fait l'absence de définition de la laïcité au niveau du Burkina Faso. Très souvent, nous faisons des analyses en nous situant peut-être dans un contexte de laïcité à la française, qui exclut en fait le pouvoir religieux de la sphère publique, comme cela s'est vu en France avec la loi de séparation de l'État avec les églises en 1901. Mais comment on prend tout de la France? Oui, il y a aussi le système anglo-saxon de laïcité qui est foncièrement différent de ce qui se fait en France. Donc il faut peut-être que dans le contexte du Burkina, nous ayons notre définition de la laïcité, où on situe les différents pouvoirs, à quel moment ils peuvent être utilisés comme des ressorts sociaux lorsqu'il y a des crises, et à quel moment l'autorité de l'État doit s'affirmer. C'est le premier point, je pense qu'il faut trancher. Le deuxième point, il faut rappeler que nous sommes une nation en construction. Nous sommes en fait une superposition de micro-nations à l'intérieur de la nation burkinabé. Donc, ce qui fait que vous avez tel groupe national qui relève de telle autorité, tel autre groupe qui va relever de telle autorité, et si l'État veut organiser cet orchestre-là, il est obligé de nommer chef d'orchestre, en fait, les chefs des différents groupes, en fait. Donc, ça va être le cas peut-être pour les coutumiers, peut-être chez les Moussi, les gens de l'Ouest, les gens, etc., etc. Donc, je pense que ça pose ces deux problèmes-là. Comment est-ce que nous concevons notre laïcité à la Burkinabé? Et deuxièmement, à quelle étape de la construction de l'État-nation nous sommes actuellement? Parce qu'il ne s'agit pas de regrouper des populations pour estimer que ça forme une nation. Donc je pense que ce sont ces éléments qui font que nous sommes en train de chercher jusqu'à maintenant nous marquer. Je pense qu'on va y arriver. Professeur Nanouma. Je pense que dans cette configuration-là, il y a un problème. Parce que, bon, normalement, l'État doit traiter tous les citoyens sur un pied d'égalité. Donc, l'État ne peut pas conférer aux chefs traditionnels leur statut de citoyen. Citoyen à part entière, mais pas citoyen à part. Donc, c'est absolument important que l'État joue ce rôle aussi d'être responsable et de conférer la citoyenneté, justement, à ces personnes. Deuxièmement, il m'a semblé que c'est aussi parce que notre politique, c'est pas tel gouvernement en particulier, notre politique, la politique chez nous, manque d'assises. Et donc, elle est aussi en panne d'intelligence. Et donc, elle a recours justement à ceux qui sont bien installés au niveau sociologique, au niveau culturel, au niveau social. Donc, en fait, elle utilise des coussins qui existent. Donc, c'est de l'instrumentalisation. Je pense que ça, c'est évident, c'est quand on a besoin de conseils où les trouver. Donc, il faut aussi leur reconnaître. Un minimum de reconnaissance, c'est pas mauvais. Mais, ce que j'appelle l'idée que l'État n'a pas d'assises là, c'est quelque chose d'absolument important. Il faut absolument que ça change. Parce que l'État, quand il s'installe, l'État moderne, quand il s'installe, doit être capable de produire une culture nouvelle, culture citoyenne. Parce que l'État ne peut pas s'installer et fonctionner avec les anciennes structures et vouloir revendiquer une sorte de suprématie. Parce que ça veut dire qu'en fait, il a sa main dans la gueule du loup, si on peut m'excuser d'employer cette expression. Non seulement produire une culture nouvelle, une culture citoyenne, mais aussi produire des savoirs nouveaux par l'école. Et donc produire justement une nouvelle dynamique humaine, un humanisme nouveau à partir de la politique. Qui ne soit pas seulement une manière d'aller braconner sur les terres culturelles, sur les terres religieuses, mais l'État doit avoir une assise, ce qu'on appelle la sécularisation de la société. La question, ce n'est pas seulement de s'opposer aux chefs politiques, aux chefs religieux, aux coutumiers, ou de les aduler, mais
si l'État n'a rien, n'a proposé à la communauté, ça veut dire que c'est très grave. Il me semble que c'est ce qu'on pourrait appeler cette production de savoir-là autour de la question de l'égalité. L'État a une valeur fondamentale à apporter, l'État moderne, c'est l'égalité citoyenne. Et sur ce terrain-là, l'État a la possibilité de montrer sa différence ou même les divergences qu'il y a entre lui et les chefs traditionnels et les chefs religieux, parce que ce n'est pas la même configuration. Monsieur et le principe de l'égalité, c'est essentiel. Sur le fait que certainement l'État n'a rien à proposer, donc il est obligé de s'adosser à ces chefs religieux ou coutumiers qui, eux, sont plus proches des communautés, qui ont le discours qui passe beaucoup plus. Non, ils font partie d'une composante de la nation et il ne faut pas oublier que le pouvoir traditionnel, c'est le pouvoir le plus prééminent. Avant qu'il y ait l'État moderne, il y avait un pouvoir dans nos sociétés. Et c'est tout à fait normal que ces personnalités-là puissent avoir une certaine assise, une communion avec leur population. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, mais est-ce que c'est pas Maintenant, parce que le discours de l'État ne passe pas? Ce qu'il faut définir, ce sont les liens de collaboration, les rapports de collaboration. Il faut leur trouver leur place. Et pour qu'ils puissent trouver leur place, il faut qu'on définisse clairement quel peut être leur statut. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'étape actuelle de notre réalité au niveau donc de notre législation et de nos règlements, il n'y a pas de statut clair pour ce qui concerne la chefferie traditionnelle. Un chef politique peut bien créer un parti politique, il adhère à un parti politique, il peut effectivement militer dans un parti politique et peut démissionner d'un parti politique. La seule disposition qui existe dans toute notre disposition nos législatives et autres, c'est au niveau du préambule de la Constitution, où on reconnaît à la chefferie traditionnelle une certaine autorité morale. Mais en dehors de ça, ça n'existe pas. Ça fait que le chef traditionnel, il est comme un citoyen comme tout autre. Et peut se présenter. Donc pour moi, il faudrait qu'on arrive justement à définir ce rapport-là. Et pour définir ce rapport, il faut justement une forte concertation. Docteur Ngona, est-ce qu'on est dans une simple définition du rapport? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une perte de crédibilité des politiques qui font que, comme le discours ne passe plus, on est obligé de se réfugier auprès des chefs coutumiers ou religieux pour pouvoir faire passer le message? Naturellement, un chef, par nature, est un sage, qui doit être dans le vrai, dans le juste et dans le bien. C'est pour cette raison, et à chaque fois, on fait recours à ces institutions-là. Et je suis très content de l'apprendre ce soir, de la bouche du représentant de l'administration, qu'enfin, on pourra voir le statut des coutumiers. Parce que, si on repart dans l'histoire, depuis 1953, ce projet de statut est dans le starting block. 1953. Et jusqu'à présent, les gens sont toujours dans l'attente. Et je ne suis pas là pour défendre une chapelle en particulier, mais je pense que nos chefs coutumiers méritent mieux au regard de l'histoire politique de ce Burkina Faso-là. Quand on a supprimé le Burkina Faso, je peux même dire que le premier parti politique a été créé par les chefs coutumiers, notamment Nabakoum, en 1941, avec l'Union pour la défense des intérêts des voltaïques. Et c'est ce parti-là, c'est ce regroupement-là, bon, pas parti politique en tant que tel, parce qu'il y avait, constitution, il y avait les syndicats, les intellectuels, qui ont fait un travail formidable. Et quand il s'agissait de créer l'Union des voltaïques en 1946, c'est en réaction de la création du RDA au Mali, qui était un parti anti-chefferie, un parti qui faisait tout pour que, sous la houlette de Houphouët-Boigny, que la haute volonté ne soit pas reconstituée. Il a fallu les élections de 1946 pour que Naba Sara, qui est arrivé, organise une certaine stratégie avec le RDA pour pouvoir envoyer les représentants, en tout cas burkinabés, bon, à l'époque voltaïque, à l'Assemblée nationale française. Et c'est eux qui ont manœuvré contre Voie et Marée pour qu'effectivement ce Burkina soit constitué. Avec le soutien de l'Église aussi. Naturellement. Mais apparemment, on dirait que l'histoire du Burkina Faso est récente, mais les gens oublient rapidement. Ce qui est intéressant, lorsqu'il y a eu des événements qui sont une succession d'événements qui a créé peut-être la situation dans laquelle nous sommes. La mort de Naba Sara en 1957
et aussi la mort de Wézien Koulibaly. Parce que Wézien Koulibaly avait en tout cas cette volonté-là de s'inspirer de la tradition et faire une certaine symbiose avec la modernité. Ce qui n'était pas du cas de Maurice Yambéoro. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais Maurice Yambéoro n'a pas agi en homme d'État. Parce que Maurice Yambéoro, quand on rédigeait la Constitution, avait fait de ça un problème. On ne va pas faire le procès de Maurice Yambéoro ici. Je le dis parce que c'est très important, puisque cette décision... Il n'est pas là pour nous répondre, Nous sommes en train malheureusement. de répartir dans l'histoire. Absolument. Ces décisions aujourd'hui ont un impact grave sur la vie de la nation burkinabé. Je corrige un peu ce qu'il vient de dire. En 1962, tenez-vous bien, Maurice Yambéoro a interdit par décret, je pense que le 1er janvier 1962, qui interdisait le port de costumes ou de tribus qui montrent que vous êtes chef. En 1963, il a supprimé les cantons. Et en 1964, le comble, les chefs devaient être élus par suffrage universel. Tout le monde est électeur et tout le monde est éligible. Alors que nous étions dans une société organisée où il y avait un pacte tacite qui a choisi les halogènes, ceux qui sont venus d'ailleurs. Alors, Comme tout cela, c'est pour dire que ce sont les politiques qui ont non, désorganisé. j'en veux parce que le développement est tellement important. Nous étions dans une société Il ne organisée. faut pas non plus qu'on donne l'impression qu'on fait le procès de... Je ne fais pas le procès Oui. de qui que ce soit, mais c'est intéressant pour que les décideurs d'aujourd'hui puissent s'inspirer de ces passés-là pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et quand on a supprimé par exemple les cantons là, tous les cantons, les chefs de cantons, les communautés qui existent en ce moment sont ravalés au rang de chefs de village. Et il y a des familles réantes. Par exemple, on sait bien qui sont les Wirago, les Zumurana, qui sont en tout cas, qui sont nobles, qui dirigeaient, et les Nyossi s'occupaient de la terre. Mais quand on dit que tout le monde est électeur éligible, c'est suppose que les Nyara peut quitter en tout cas la gestion de la terre pour devenir chef du village. Et en 65, il va jusqu'à supprimer les monuments qui étaient attribués au chef. Ce qui est dangereux dans ça, jusqu'à présent, la décision de Maurice Yambéoro, parce qu'il était en inimitié avec Kougri, où il aurait dit ouvertement cette phrase, que la morte des terres de Koudougou pouvait briser la pierre de Ouagadougou. Parce que Kougri a moré ses pierres, et lui, puisqu'il n'était pas du sang noble, lui, aujourd'hui là, avec le statut qu'il a, il peut briser la pierre de Ouagadougou. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je voudrais dire, quand vous prenez par exemple ce qui se fait dans les différents royaumes aujourd'hui, notamment dans le royaume du Lysiam, c'est ce texte de Maurice qui a créé ce conflit qui perdure pendant près de 50 ans. Mais c'est dangereux. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est pour cette raison, moi je pense que le pouvoir actuel doit s'inspirer de ça pour corriger. Parce que les chefs là peuvent beaucoup apporter. Contrairement à ce que les gens disent, nous avons mené des études. 90% des chefs coutumiers ne veulent pas faire de la politique. C'est étonnant. Et à ces élections de 2015 là, nous avons fait le tour de tous les rois. Même ceux qui avaient des mandats ne voulaient pas de la politique. Mais ils ne font pas de la politique, ils sont où? D'autant plus que dans notre constitution, c'est au niveau du premier ministre qu'on les reconnaît. Si les 173 articles là, nulle part ailleurs, je vous en prie, il n'y a pas le mot chef, il n'y a pas le mot chevalerie. C'est à l'article 80 qu'on a parlé d'autorité coutumière. Mais si vous rédigez votre constitution en vous inspirant du Capital de Marx, ou bien en vous inspirant par exemple du livre rouge de Mao Tse-tung, en pensant que par exemple le prolétariat peut venir et tout renverser et puis remettre un ordre nouveau, vous produisez un document qui est en déphasage avec la réalité du terrain. D'accord. Monsieur Gongo, vous voyez que... Il a expliqué justement pourquoi passionnant, mais il dit qu'il contredisait, mais c'est pratiquement ce que j'ai dit. Et il a plutôt complété ce que j'ai dit par rapport à Maurice Yambéoro. Mais vous voyez que c'est tellement passionnant. Quand on parle de sang noble, de noblesse et autres, c'est très passionnant parce que même à l'intérieur d'une même lignée, il y a des contradictions. Quand vous voulez mettre en place un statut de la chefferie coutumière, il faut définir le mode de succession. Et tout le monde n'est pas d'accord avec le mode de succession, d'autant plus que ce n'est pas un document écrit. Et la preuve, vous le voyez actuellement chez mes esclaves gourmatiers à Fada. Oui. Mais on a pris un écrit du professeur Georges Madiega et vous voyez l'interprétation que les gens font par rapport à cela. Donc vous voyez, à l'intérieur d'un même lignage ou d'une même communauté, les gens ne sont pas d'accord avec le mot de succession. Ça, c'est une donne, il faut en tenir compte. Mais le Burkina Faso, c'est des communautés diverses, c'est composite. Ils parlent de Ouedraogo, de Zungurana, que diront des Sanou, les Ouattara, les Traoré.
Il faut pouvoir mettre tout ça ensemble parce que nous sommes dans un État. Que diront les Koulibaly? Les Kambou. Les Kambou. Voilà. Et donc ça appelle à beaucoup de réflexion. Il parle de 1957. Ça veut dire que si de 53 à maintenant, 2020, on n'a pas pu résoudre cette question, c'est que la question est véritablement profonde. Donc nous sommes en présence d'un État qui n'a pas produit sa propre culture. Merci. Eh oui, donc il y a un Et c'est problème. toujours la responsabilité de l'État Eh oui. qui n'a Et pas donc, su trouver les ressorts pour pouvoir résoudre le Je problème. pense aussi que la difficulté est surtout liée au fait qu'il n'y a pas une même organisation de la chefferie dans tous les groupes ethniques. Vous avez des groupes pour lesquels on estime que l'organisation est acéphale, entre guillemets. Vous avez les Dagari, vous avez les Bissa dans une certaine mesure. Donc pour mettre tout ça en symphonie dans un texte de loi, c'est assez difficile. Voilà. Parce que très souvent, ce que nous avons comme limite, c'est d'être dans un contexte culturel et d'estimer qu'au regard du paramètre de ce contexte-là, on pouvait étendre ça à d'autres groupes socio-ethniques, alors que bon, c'est pas toujours évident. Hein. Monsieur Bongo, si vous me permettez, Allez-y rapidement avant qu'on je ouvre suis l'antenne. parfaitement d'accord parce qu'il y a deux types de chefferies. Il y a les chefferies culturelles et la chefferie culturelle. Et nous avons fait le tour du Burkina Faso. Et lorsqu'on dit de réglementer cette situation-là, on n'a pas dit de coudre une camisole pour tout le monde. Non. On essaie de voir toutes les communautés et chacun a ses textes qu'on réglemente. Et en fonction de ça, si le Ghana a pu le faire, nous on peut le faire. Le Niger, c'est en 2011 à côté. Le Cameroun, ils l'ont fait. Et si vous êtes dans un pays et le problème perdure pendant près de 50 ans, Dieu nous a créés intelligents. Vous n'allez pas me dire qu'ici, il n'y a pas des gens qui sont suffisamment matures pour réfléchir à comment faire pour résoudre un problème pendant. La réalité, cette situation arrange le politique. C'est ça le fond du problème. Cette situation, bon, les chefs coutumiers sont obligés d'avoir un parrain politique, sinon on te fabrique un autre chef. Et adieu en tout cas pour voter. Monsieur Bongo, non, sur cette question, c'est trop facile. C'est trop facile de dire que ça arrange le politique. Je ne suis pas ici en tant que politique, voilà, mais pas de l'administration politique. Mais je m'inspire en réalité de ce qui se passe dans d'autres pays. Le Niger, le ministre en charge de l'administration territoriale nomme des chefs. Aujourd'hui, si vous vous référez à Fada ou à Banfora, c'est qui vous choisissez? Il y a un problème. Ou à Pau. Qui vous choisissez? Non, parce que ce n'est pas constitutionnalisé. Non, ce n'est pas consolidé. Ça fait que, par endroit, pour pouvoir résoudre le problème, il faut aussi l'implication de l'autorité administrative. Et ça fait qu'au Niger, Ce qui manque. Souvent. Mais lorsque vous parlez de l'implication de l'autorité administrative, tout de suite on dit, vous êtes politique, vous politisez les trucs et autres. Moi je crois que cette question, comme vous l'avez dit, nous on a pu avoir l'ensemble des études par rapport donc à la chefferie coutumière. Nous sommes en étude sur la question de l'association. Racine d'ailleurs, vous en avez produit énormément. Et il faut arriver à pouvoir donc résoudre un certain nombre de problématiques avant donc d'aller au statut de la chefferie coutumière. Et le point le plus culminant de tout cela, c'est le problème de succession qui se pose. Et ce problème de succession-là n'est pas qu'un problème politique. On ne dira pas, on ne va pas faciliter la tâche en disant que tout ça, c'est des questions politiques. Il y a des problèmes à l'interne de la chefferie. Comme tout groupe socio-culturel, il peut y avoir des contradictions. Et les contradictions peuvent émaner à l'intérieur même de ce groupe, sans qu'il y ait des implications. Alors, on va ouvrir l'antenne aux téléspectateurs. Je signale que vous pouvez nous appeler au 25 40 79 03. Et le premier téléspectateur s'appelle Bouraï Manyambré. Il nous appelle de Ouargaï. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Gongo. Nous vous écoutons. Voilà, je voulais poser la première question à l'homme de l'administration. Vous voyez que le problème de Covid-19, ça nous a tous étonnés. Lorsque lui, il disait qu'il était en concertation, et maintenant, il y a un manque de communication. Ils n'ont jamais communiqué à la population qu'ils sont en concertation. Si bien que lorsque les gens maintenant s'opposent et qu'ils acceptent maintenant leur opposition et ils cèdent, il y a de sorte qu'on dise que l'État est faible, l'État est affaibli.
qu'il reconnaisse que l'État est affaibli. Maintenant, quelles sont les solutions que lui, il nous propose pour l'avenir? Ça, c'est deux. Deuxième chose, au moment qu'il était en train de proposer, si entre-temps, les religieux, les coutumiers et les marchands n'étaient pas d'accord avec leurs propositions, quelle décision ils devaient prendre pour nous montrer qu'ils ne sont pas faire? Même à l'heure actuelle, il y a les choses dont ils sont en train de parler, les mesures et barrières qu'on ne respecte pas. Certaines personnes ne respectent pas. Pourquoi eux, ils ne veulent pas agir d'une manière forte? Donc, il y a des agendas cachés qu'ils veulent essayer de se protéger, parce que quand les élections vont venir, on va dire que voilà, c'est ce régime qui nous a maté. Alors que moi, j'ai dit, mieux vaut qu'on vous parle du bien pendant votre absence, qu'on vous parle du mal pendant votre présence. Maintenant, deuxième question. Et pourquoi le pouvoir est coupé-collé? Vous savez, avec l'histoire que nous avons apprise, on a compris que notre pays ne devait pas être dirigé de la même manière que la France ou bien que d'autres pays. Pourquoi ne pas dire aux Français que nous sommes nés, nous avons notre tradition et que nous devons composer avec ça. Chaque peuple a une histoire. Et si vous suivez chaque histoire, chaque peuple qui suit son histoire ne va jamais se perdre. Mais toutes ces choses qui arrivent au Burkina Faso, c'est du couper-coller que nous faut souffrir. Est-ce que dans la nouvelle position dont on est en train de parler, est-ce que vous avez introduit ce mot de gouvernement avec les religieux, avec les coutumiers? S'il n'y en a pas, il est temps pour vous de trouver un article qui concerne et tout le peuple va vous soutenir. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Yambré, vraiment, de nous avoir appelé. M. Sawadogo, on fait du copier-coller. Voilà. Est-ce que dans la nouvelle constitution, il est prévu un statut pour les chefs coutumiers? Non, ce n'est pas que dans la nouvelle constitution, il est prévu un statut, mais dans le programme politique, justement, il est prévu un statut. Donc, qu'on puisse... Et ce statut, comme il a dit, comme l'a dit le docteur Zongrana, c'est un statut qui date de plus de 50 ans. La réflexion, vous voyez, pour pouvoir donc et résoudre un certain nombre de problématiques, il faut s'entendre avec l'ensemble des acteurs. Et nous avons donc fait des concertations, nous avons eu la journée des communautés religieuses, nous avons rencontré également les sociétés traditionnelles et autres, et nous avons un certain nombre d'éléments qui feront qu'il va falloir que certainement on puisse s'asseoir sur la même table et accepter. Aujourd'hui, il y a un point qui est important. Si on veut faire un statut, il faut aussi trouver quelque part un point où on va parler également de la rémunération de la chefferie coutumière. Et les gens disent aujourd'hui, par exemple, qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont vides de sens et que l'argent de l'État est autre. Et tout ça, il faut s'asseoir. Il faut que la société civile, la chefferie coutumière et l'État puissent trancher sur cette question. Sinon, tout le monde est unanime qu'il faut trouver la place à ces chefs traditionnels. Maintenant, pour ce qui concerne la faiblesse de l'État, ça c'est un constat global que les gens disent. C'est le constat par rapport donc, au Covid, on ne va pas revenir là sur cette question. Oui, je crois qu'il y a on en a assez parlé. On va prendre M. Souleymane Traoré qui nous appelle de Fada. Bonsoir. Bonsoir, M. Nous vous écoutons. Moi, je voulais poser ma question, je m'adresse à M. Sawadogo. C'est le représentant de l'administration, c'est votre public, c'est par rapport au rôle de l'État. Quand l'État est en difficulté, l'État fait appel aux coutumiers et aux religieux. Maintenant, quand les coutumiers ou bien les religieux sont en difficulté, l'État les regarde. Par rapport au problème qui s'est posé à Fada, le rôle de l'État, nous n'avons pas qu'un le rôle de l'État. Puisque l'État a nécessaire. Si nous pouvons revoir les transports, on communiquer même le gouverneur. On communiquer en plein minute. On communiquer en plein minute. C'est dans l'autorisation, c'est interdit l'autorisation, et en plein minute, l'État, le gouverneur en compte un communiqué pour dire que non, on peut utiliser les chefs. On ne vous entend pas très bien, M. Traoré, mais on a compris la question, donc on va permettre à M. Sawadogo de vous répondre.
Si je comprends bien, monsieur Traoré, c'est ça? Oui. Souleymane, je crois que la question est relative donc à ce qui se passe à Fada. Oui. On dit que lorsque l'État est en difficulté, l'État a recours à la chefferie traditionnelle, mais lorsque la chefferie traditionnelle est en difficulté, l'État n'agit pas. Vous savez que pour ce qui concerne la chefferie traditionnelle, il s'agit ici du mode de succession. N'attendez pas que l'État puisse venir dire voilà comment il faut désigner un chef. Pas du tout. La responsabilité de l'État, c'est de préserver l'ordre public. Dans ce sens-là, il faut prendre des mesures conservatoires et je crois que pour ce qui concerne le cas de Fada, le gouverneur de la région de l'Est a eu à agir énormément sur la question pour prévenir l'ordre public, prévenir les crises, mais pour ce qui concerne les choix à l'intérieur donc de la communauté, l'État ne peut pas s'y mêler. La question, l'imam Tiendrebogo a parlé ici de laïcité, pour ce qui concerne la religion et pour ce qui concerne la chefferie traditionnelle. Il s'agit pour l'État de ne pas avoir de faveur particulière pour ce qui concerne une religion donnée ou une communauté donnée. Il faut laisser les gens s'organiser de façon libre, quitte à ce que cette organisation se fasse dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Il se trouve que le mot de désignation n'est pas transcrit dans aucun texte. Donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement qui dit qu'il faut qu'à Fada, il faut que ça se fasse comme ça. Donc nous en appelons certainement pour ce qui concerne donc l'autorité administrative locale qui continue donc les concertations, demander à ce que les populations elles-mêmes et que les communautés elles-mêmes puissent trouver des solutions endogènes face à ce problème endogène qui les concerne. Voilà. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. En fait, tantôt il a expliqué la raison pour laquelle l'élaboration du statut pose problème, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Pour moi, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas affronter la chose, au regard de son importance. Et comme c'est une institution politique aussi, mais dans la politique, vous prenez la politique moderne, est-ce que c'est facile? C'est des conflits à n'en pas finir, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, on peut prendre les situations au cas par cas. Quand il parle de problème de succession, on peut codifier en tenant compte de ce qui est d'ici le terrain. On n'a pas dit de rester à Ouagadougou pour dire, par exemple, à Fada, vous devez faire la succession comme ça, ou bien à Congo, vous devez faire la succession comme ça. Donc vous prenez, vous partez sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui sont attirés pour le faire et qui sont prêts à vous accompagner. Et l'exemple du Ghana, vraiment, c'est un exemple que nous, on pouvait s'inspirer. Quand vous prenez au Ghana, par exemple, il y a ce qu'on appelle la chambre des chefs coutumiers. Et si vous êtes, on vous a choisi, votre nom passe au journal officiel. Et c'est cette chambre-là qui légitime. Donc l'État ne s'implique pas. La Constitution de 92 du Ghana, à son article 22, a tout verrouillé. L'État ne peut pas s'impliquer dans la gestion de la chose coutumière et religieuse. Et bon, j'allais dire politique traditionnelle. Maintenant, il y a la chambre régionale et il y a le conseil traditionnel. En ce moment-là, si vous prenez le Ghana, c'est 10 régions. Donc 5 représentants par région, ils sont autour de 55. Et c'est eux qui statuent. Et on a fait des attributions, ou en tout cas les chefs là au niveau des communautés, ils ont des attributions et ils accompagnent le gouvernement. Quand vous avez fait par exemple la décentralisation intégrale, vous avez communalisé tout. C'est les chefs qui étaient le répondant politique numéro 1 dans les villages. Maintenant on a installé des CVD, on a installé des conseillers des villages. Et c'est eux aujourd'hui qui ont la masse. Les chefs voulaient qu'ils fassent quoi? Ils ne peuvent pas ne pas aller en politique. C'est ça le fond du problème. C'est pourquoi, moi je pense qu'il faut trouver un créneau. On n'a pas dit à l'État d'aller à Fada pour résoudre le problème. Peut-être ce qui peut être reproché à l'État, parce que l'État, c'est l'anticipation. Quand on a senti la chose venir, il fallait arrêter. Jusqu'à ce que les gens s'apaisent. Et tout faire pour que la politique retire sa main de l'intérieur. Parce que le problème, c'est quoi? Des gens pensent qu'ils peuvent exploiter la situation à Fada. Mais ils seront étonnés. Parce que la population veille au grain. Moi, je pense que quand on demande de ne pas politiser la chefferie coutumière, là, c'est pour notre intérêt à nous tous. Il répond, on prend, excusez-moi, M. Ebenezer Ouedraogo, d'abord on vous donne la parole. Tout à fait. Mais il ne s'agit pas pour moi de dire qu'on n'est
pas d'accord avec la politisation, ou on est d'accord avec la politisation de la chefferie coutumière. Tout le monde est entièrement d'accord. Et en tant qu'administratif et administrateur civil, je suis tout à fait d'accord qu'il n'y ait pas de politisation de l'administration. Mais parfois, il faut faire très attention à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce qui est vrai, forcément. D'accord. Ce n'est pas ce qui est vrai, forcément. Monsieur... Donc, quand les gens disent qu'il y a la même politique, il faut avoir des preuves formelles par rapport à ça. Monsieur Ben Nézer Ouedraogo nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Alors, je salue la pertinence, l'excellence de toutes vos questions. Alors, mais ce qu'il faut constater au Burkina ici, c'est que la religion et puis la chefferie, c'est une misérable faillite. Parce qu'elles ne sont pas du tout à leur place. Elles font de l'ingérence dans les affaires de l'État. C'est quand même un problème. Mais ces personnes-là abandonnent l'État. Alors, ce que je vais dire, à la limite, c'est de l'incivisme. Et il faut courir ça. C'est mon point de vue. D'accord. On a écouté votre point de vue, Monsieur Sawadogo. Ils font de l'ingérence, c'est peut-être pas ce qui existe sur le terrain parce qu'on les a vus faire de la médiation par moment. Quand l'État a besoin d'eux, c'est des gens qui sont toujours là, qui se font souvent critiquer d'une manière ou d'une autre, mais ils apportent quand même quelque chose à l'État. Oui, non, il faut reconnaître le rôle de la chefferie coutumière dans notre société. Et comme on l'a dit, ce sont des gens qui ont existé avant l'État moderne. Donc il y a une certaine emprise sur la société. On ne peut pas dénier. Donc le rôle de la chefferie coutumière, le docteur Zungrana l'a rappelé tout à l'heure, même pour l'existence même de l'État, il a fallu l'implication de la chefferie coutumière. Ce que nous voulons, c'est de trouver le juste milieu pour que ce rôle-là puisse être reconnu de façon formelle. Et c'est ce travail justement qu'il faut approfondir et arriver à faire quelque chose. Voilà. Et il a parlé par exemple de l'exemple du Ghana. C'est un très bon exemple. L'exemple du Ghana, c'est un contexte qui remonte même depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque, le colon britannique n'a pas eu la même attitude que le colon français. La manière de gouverner, la gouvernance dans les sociétés anglo-saxonnes n'a pas été pratiquement la même chose que dans les sociétés qui ont été donc colonisées par les Français. Ismaël Tchandrevogo sur la question parce que M. Ben Nézer Ouedraogo semble dire que les religieux, les coutumiers font de l'influence, de l'ingérence pratiquement dans la chose de l'État. Dans la société moderne, il y a toujours eu du lobbying. Au-delà des intérêts politiques, des intérêts économiques, etc., et en fonction de la force de tel ou tel groupe religieux, il a peut-être une plus grande influence sur l'appareil d'État que d'autres. Ça, c'est pas un truc à nier, en fait. Voilà. Ça ne devrait pas arriver, malheureusement, mais la réalité est là que les groupes religieux n'ont pas forcément la même influence sur l'appareil d'État. Théodore Consega, nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, félicitations à tous ceux qui sont sur le plateau. J'avais beaucoup de choses à dire, mais après les différentes interventions, notamment du docteur Zungrana et l'imam Tiemtoré, et la pertinence aussi des interventions du représentant de l'administration, je n'ai plus grand-chose à dire, sauf que pour contribuer à cette émission, je dirais que en ce qui concerne surtout les chefs traditionnels, malheureusement, ils sont devenus aujourd'hui des enveloppes vides. Ils sont... Ah bon, alors je retire le mot. Si le mot est trop fort, excusez-moi, je le retire tout de suite. Et je vais dire qu'en réalité, ils sont chefs, mais ils n'ont pas le pouvoir en main. Voilà ce que je voulais dire. Oui, parce que les contextes sociopolitiques ont été menés de façon à vider tout de leur pouvoir. Ils sont représentants des sociétés et ils ne peuvent rien influer sur le comportement de ces sociétés-là. De sorte que, franchement, si la laïcité telle que l'imam Tiemtoré l'a expliqué, je suis tout à fait... excusez-moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on définisse la forme de laïcité par rapport à nos États aujourd'hui.
Mais j'avoue que par rapport à Covid-19, lorsqu'on a fermé les marchés, on n'a fait que déplacer le problème. J'ai traversé beaucoup de villages et je vois que les marchés sont allés se retrouver sous les arbres où on a mis des bancs et tout le monde est allié sur les bancs et les calebasses de doré circulent. D'accord. Nous parlons de religieux et coutumiers, donc... Oui, mais justement, sur ce point précis-là, les marchés-là, vous pensez qu'au village, on peut fermer un marché comme ça et mettre les gens sous les arbres, dans les champs de cases? C'est interdit. Mais est-ce qu'un chef pouvait se lever et dire non, on ne peut pas fermer le marché chez moi parce que je ne suis pas mort. Il faut que le chef soit mort pour qu'on ferme le marché et qu'on envoie les gens faire 3 ou 4 jours dans les champs. Voilà. On a compris. En tout cas, il y a beaucoup de choses et je compte sur les représentants de l'administration pour revoir toute la démarche afin de concilier tous ces paramètres de notre société. Merci, M. Consega. Professeur Nanema. C'est de déplorer que les chefs sont des enveloppes, disons, vides, sans pouvoir réel. Moi, j'ai plutôt eu l'impression au cours de ces débats qu'il s'agissait de stigmatiser la vanité du pouvoir moderne, que c'est le pouvoir politique actuel, moderne, qui n'a pas de pouvoir. Parce que les autres sont plus proches de la communauté, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan culturel, sur le plan religieux, alors que c'est plutôt le pouvoir moderne qui, lui, a fait preuve d'une sorte de déficience, donc de défaillance en matière de capacité à dépasser la simple juxtaposition des différents systèmes traditionnels pour penser une articulation véritable qui permette en tout cas d'avoir une cohérence d'ensemble sur le plan politique pour donner un visage, une identité, un profil à la politique moderne. Or, si on ne fait pas ça, comment la démocratie est-elle possible si on continue à se contenter de voir les chefs se disputer entre eux pour des histoires de succession? On laisse chaque canton se disputer, on laisse faire des guerres intestines et l'État semble incapable de se projeter au-delà de ces guerres intestines de succession pour penser véritablement un État moderne, c'est-à-dire un État où la liberté et l'égalité sont des valeurs cardinales, parce que ce sont ces deux concepts-là qui donnent de la dignité à un individu ou à une communauté. Docteur Liberté et on aimerait égalité. vous entendre Moi, là-dessus. je pense que nous avons une mine d'or qu'on ne sait pas exploiter. Quand j'entends le commun des mortels qui disent qu'il y a trop d'inclusion de la chefferie coutumière, moi, j'ai jamais vu un chef coutumier se lever à la position pour dire qu'il veut résoudre un problème. Ce sont les mêmes acteurs qui rejoignent les chefs coutumiers parce qu'à un certain temps, ils savent que c'est le dernier recours. Je ne sais pas de quoi on les reproche. Nous avons une mine d'or que nous ne savons pas exploiter. Et si on arrivait à constitutionnaliser cette situation-là et puis créer un statut, les chefs auront des attributions. Dans nos villages, c'est les premiers répondants de la population. C'est des leaders d'opinion. Ils peuvent jouer le rôle d'acteurs de développement. Ils peuvent jouer le rôle ils peuvent sensibiliser la population. Il y a la lutte contre, par exemple, l'excision, tous les phénomènes, à ce moment qu'on est en train de se battre, voilà, on est en train de se battre pour éradiquer, ils peuvent contribuer. Le secteur foncier, ils peuvent réglementer. Je vais prendre un exemple. Quand vous prenez par exemple un chef culturel, un chef de terre, qui a une certaine relation de respect et de vénération avec la terre. Supposons par exemple que dans la mairie centrale de Ouagadougou ici, on prenait un chef coutumier qui sait qu'il ne doit pas prendre de l'argent, en tout cas venant de la terre. Et par exemple, celui-ci est le président de la commission d'attribution des parcelles. Est-ce qu'on allait avoir les mêmes tripoteurs où les gens viennent et déchirent les terres comme c'était la couverture de la famille? Mais attendez là. Donc moi je pense qu'ici, les chefs, surtout, je suis clair là-dessus, surtout l'Académie république a tenté quand même d'amender les chefs. Mais ce n'est pas pour les chefs. L'Académie république a amendé les chefs pour les exploiter et les exploiter, de sorte qu'à un certain temps, les chefs sont vomis par la population comme si ce sont les chefs même qui empêchent le changement étant attendu. Monsieur Maxime Ouba nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir, M. Guindo. Monsieur Gongo. Excusez-moi. Nous vous écoutons. Ok. Je voulais juste noter 3 petits points. Allez-y, rapidement. Le premier, c'est que voilà, les autorités coutumières et religieuses sont un recours qui permet de légitimer ou qui peut servir de relais pour certaines décisions de l'État. Mais je dis bien pour des décisions de l'État et non pour des personnes. Parce que certains politiciens
jaloux du leadership local des autorités coutumières, ont cherché à créer des partisans au sein de ces autorités coutumières et ont créé des clans dans nos villages. Le dernier point, c'est par rapport au statut des autorités coutumières. Pour moi, ce serait une erreur de leur créer un statut et puis encore une rémunération. Parce que cela va contribuer à susciter encore plus de convoitises pour les trônes et les bonnets qui sont vraiment désintéressés pour ceux qui les occupent aujourd'hui. Donc réellement, il ne serait pas bon de créer ce statut-là pour éviter encore que... Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Non, qu'il reste, voilà, ces recours-là, pour ne pas dire des derniers recours, lorsqu'il y a peut-être des incompréhensions entre l'État et les populations, je crois que s'ils gardent leur légitimité, ils vont rester ces derniers recours. Mais une fois qu'ils vont se politiser, il est impossible maintenant qu'ils puissent garder cette légitimité-là auprès de la population. Merci à vous, M. Oba, c'est son point de vue. Alors, je voudrais on revient au propos de Oba, qui est mon esclave, et non qu'à aller à Fada régler l'histoire là d'abord. Mes esclaves qui sont à Fada, s'ils m'écoutent, moi je les demande de tout faire pour poser la balle à terre, parce que la meilleure manière pour qu'un royaume puisse disparaître, c'est lorsque vous retrouvez avec deux chefs. Parce que si je caricature, c'est comme si nous sommes en présence de deux épouses qui se battent pour un bébé. Le bébé a train de se noyer, mais les gens se battent toujours comme si on pouvait manger le corps. Donc la chefferie est antérieure aux deux leaders. Au nom de l'Alliance, voilà, ils n'ont qu'à vraiment... Oui, je l'ai dit ça, ils n'ont qu'à le faire, parce que nous, on a toujours besoin d'esclaves pour vendre. Ce que je vais dire ici, le statut viendra faire sortir les chefs coutumiers de la politique. Et lorsqu'on a mené les études, 90% des chefs coutumiers veulent quitter la politique. C'est 50% des politiciens qui ne veulent pas qu'ils quittent. Et 97% des Burkinabés pensent que les chefs peuvent être des faiseurs de paix et des médiateurs. Moi, je pense que ici, il faut que les chefs soient à l'aise, ne soient pas inquiétés par un politicien quelconque pour pouvoir assumer leur rôle. Et en ce moment, moi je pense qu'ils peuvent être utiles. Quand vous prenez les zones qui sont occupées par les terroristes, pourquoi on dit les chefs? Il y a des zones où l'administration existe à peine. Ah oui. Mais c'est qui assure la protection de la population? Et quand vous prenez l'histoire des chefs là, les gens ne sont pas autoproclamés chefs. Souvent, c'est des gens qui sont venus en protecteur. On est allé les amener pour qu'ils les protègent. Et ils ont juste ce rôle jusqu'à l'arrivée du colonisateur. Et malheureusement, la situation que nous vivons, le colonisateur les a exploités en le prenant comme des auxiliaires pour qu'ils exécutent les mots d'ordre. Et après, effectivement, il y a eu ce ressentiment-là. Bon, les gens pensent que les chefs sont là pour exploiter. Monsieur Abdoulaye Ouedraogo nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Congo. Nous vous écoutons. Bonsoir à vos invités. Bon, je voudrais vraiment, j'ai suivi le débat depuis le début. Je voulais juste dire aux représentants de l'administration que la révolution n'a jamais écarté les chefs traditionnels. La révolution a juste demandé aux chefs traditionnels de descendre de leur trône pour construire la nation avec les populations. Ceux qui ont accepté, vraiment, ça a été formidable. À la manière qui ont décidé aussi de rester dans le chose. Sinon, la révolution n'a jamais écarté. Bon, c'était juste une parenthèse. Voilà. Et par rapport aux représentants de la communauté musulmane, je suis musulman, mais j'étais très choqué. Au nom des communautés religieuses, pas musulmanes. Voilà, bon, voilà, je voulais dire simplement par rapport aux communautés religieuses là. Voilà, moi je suis un religieux, je suis pratiquant. Voilà, mais j'étais quand même très choqué par ce qu'on a vu au niveau de la visite entre que les jeunes musulmans ont dit qu'ils sont allés rendre à ceux pour demander l'ouverture des mosquées. Il faut reconnaître qu'il y a eu vraiment une pression qui ne dit pas son nom de tout part qui a été mise sur notre gouvernement, qui n'a pas su vraiment réagir avec vigueur. Et moi, je voudrais demander aux représentants de l'État aujourd'hui, qu'est-ce que l'État compte faire pour vraiment reprendre la main? Parce qu'on est toujours dans la crise et on ne sait jamais. Est-ce que déjà ils réfléchissent au cas où il y a un relent de la maladie?
qu'est-ce que l'État compte faire vraiment pour que vraiment les choses soient vraiment très fermes. Parce que ce qu'on a vécu franchement, de part et d'autre, que ce soit au niveau des commerçants, au niveau des marchés, il y a, comme on le dit, que ce soit au niveau des réfugiés, bon, à tous les niveaux, c'est une pression qui a été mise sur l'État et à tout point de vue, l'État a cédé. Il faut vraiment reconnaître ça, ce qu'il appelle difficulté là. L'État a vraiment cédé, bon, capacité de faire peut-être de faire une répression au cas où il y avait une manifestation, mais quelque part, l'État a vraiment fait retrouver affaibli dans cette crise-là. D'accord. Qu'est-ce que... Il va vous répondre. Merci bien. Merci beaucoup. Non, je crois que M. Ouedraogo Aboulay me prête des propos que je n'ai pas du tout prononcés ici sur ce plateau, parce que vous savez, quand on parle de la période révolutionnaire, les gens ont de la passion. J'ai simplement cité un certain nombre de textes depuis donc Maurice Amiogo jusqu'à la 4e République. Et parmi ces textes-là, le discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 a introduit le principe électif pour les chefs traditionnels. L'ordonnance numéro 83 du 14 novembre 1983, les délégués CDR remplaçaient les chefs traditionnels, les chefs de village. Et le 3 décembre 1983, il y a eu la suppression de l'ensemble des textes codifiant les attributs et supprimant les avantages accordés à la chefferie traditionnelle. Donc ce n'est pas être contre la révolution que de rappeler un certain nombre de textes qui constituent donc l'histoire de notre pays. Pour ce qui concerne la question de la gestion du Covid, ce qui est intéressant dans cette gestion, c'est que on peut justement se rattraper des erreurs qui ont été commises, parce que comme tous les pays qui ont connu donc cette pandémie-là, les gens ont commis donc un certain nombre d'erreurs. Et là, le comité qui a été mis en place sous l'égide donc du Premier ministre en tire toutes les leçons. Et le Premier ministre, comme je l'ai rappelé ici, lors de l'entretien qu'il a eu, son point de presse, a rappelé que le gouvernement pourrait revenir sur l'ensemble donc de l'allègement des mesures si justement l'évolution de la pandémie le commandait. Donc je pense qu'avec le temps, nous tirons leçons donc de l'ensemble des erreurs, et ça va permettre à notre pays, même si la pandémie, le pic remontait, de pouvoir tenir compte de l'ensemble de ces aspects-là pour pouvoir donc corriger un certain nombre de choses. Ismaël Tendrebogo, vous avez été interpellé. Je pense que les régions n'ont aucun intérêt à ce que la maladie décime des populations au Burkina Faso. C'est souvent un problème de communication, et c'est toujours mettre dans la main avec les concertations dont on a parlé tout à l'heure que la Covid a été gérée. Et je pense que sans l'apport des groupes religieux, l'État aurait été plus défaillant que ça sur beaucoup de points. Parce que la sensibilisation a eu lieu. Souvent, bon, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même. Donc il y a eu quand même beaucoup de points positifs dans la participation des communautés. Il y a eu des sensibilisations, et c'est vrai, comme je l'ai dit à un certain moment, la communication a créé la confusion dans l'esprit de certaines personnes que la maladie n'était pas réelle. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu effritement un peu de l'emprise que nous avions sur les groupes. On a fermé les lieux de culte avant que l'État ne décide de la fermeture. On a organisé des prières dans les lieux de culte avec la distanciation sociale, comme cela s'est vu sur les réseaux sociaux. On a donné de l'argent, on a donné du matériel à des groupes vulnérables pour leur permettre quand même de gérer la question Covid, etc. Bon, il ne faut pas peut-être penser que nous avons intérêt à ce que les choses empirent, quoi. Ça ne sert à personne. Pour ce soir, merci à vous, Brice Emmanuel Sawadogo, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le directeur général des libertés publiques et des affaires politiques au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Était avec nous ce soir le docteur Moumouni Zungrana. Vous êtes de l'association Racine, pardon. Avec nous aussi l'imam Ismaël Tendrebogo. Vous êtes imam au Serfi, vous représentez les organisations religieuses. Et puis avec nous le professeur Jacques Nanema. Vous êtes professeur titulaire de philosophie, enseignant à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Merci à tous d'avoir participé au débat. À tous ceux qui ont appelé, je crois qu'on a recueilli pratiquement les appels records pour ce qui est de l'émission Controverse. Merci à tous, à l'équipe technique, à l'équipe de préparation coordonnée par Fousseni Kindo. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois
tout à l'heure, vous avez la dernière édition du journal avec Ismaël Diloma Sirema.